Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Vedia qui s'intéresse aujourd'hui à la diffusion des contenus. Un concept vaste et on va le couvrir en une trentaine de minutes. Et avant de démarrer, je prends 2 minutes, vous pouvez les passer si vous voulez aller directement au contenu, pour présenter Vedia. Qui est Vedia? Vedia, c'est un éditeur de logiciels basé en France, mais qui couvre les marchés à l'international, que ce soit avec une présence en Allemagne, une présence aux États-Unis, au Canada. Nous sommes un groupe avec une solution de social media management qui s'appelle Iconosquare et un cabinet de conseil qui propose de l'intégration avec des solutions PIM, DAM, CMS qui s'appelle Galilée et qui est basé à Bordeaux. Le cœur de métier de Vedia, le DAM, pour Digital Asset Management, c'est une solution en ligne qui permet aux grandes entreprises de stocker l'ensemble de leurs contenus digitaux, qu'il s'agisse de formats d'images, PNG, qu'il s'agisse de PDF, de documents, de plaquettes commerciales, de documents prêts à aller en impression, des 4x3 par exemple, mais aussi des vidéos, des vues 3D pour les fiches produits des e-commerce, etc. Bref, l'ensemble des contenus digitaux. On ne se limite pas à simplement un grand repository des contenus pour les grandes entreprises, et particulièrement les services marketing de ces grandes entreprises, mais on propose nativement, complètement intégré, une solution de distributeur de marketing, c'est-à-dire qui va couvrir tous les besoins en web-to-print, en localisation, lorsqu'une direction marketing centrale veut proposer à des retailers, à des point of sales, à des filiales, des contenus marketing centralisés, mais avec une liberté d'adaptation pour les filiales. Donc le web-to-print, comme je le disais, des options de workflow pour la localisation. Et aussi, c'est le sujet du jour, donc ça va me permettre de faire la transition, un module de diffusion de contenu. Et je vais partager mon écran avec quelques slides et ça va durer 30 minutes. C'est parti pour le sujet du jour, la diffusion des contenus avec Vedia, la diffusion des contenus en général. Alors le concept, et oui, parce qu'on fait un peu de teasing en marketing aussi, les 5 avantages de bien l'utiliser pour les entreprises. On est une solution B2B, nous nous adressons aux entreprises. Une première partie qui s'intéresse aux enjeux autour du content delivery. J'essayais de le faire en bon français, donc diffusion de contenu, mais très certainement parce que la plupart des termes utilisés viennent de l'anglais. Je vais devoir parler avec ces anglicismes. J'essaierai de le limiter au maximum. Et d'ailleurs, je le limite dès la deuxième partie où je ne parle plus de content delivery, mais de diffusion de contenu. Et enfin, la troisième où on va vraiment parler de ses avantages. Alors, les enjeux, première partie. L'enjeu pour qui? Eh ben, l'enjeu, en fait, de la diffusion de contenu, il se situe véritablement pour l'utilisateur final. C'est-à-dire vous et moi, quand on va sur un site Internet et qu'on va consommer du contenu, qu'il s'agisse d'une fiche produit sur un e-commerce, qu'il s'agisse d'une vidéo, d'un tutoriel, bref, tous les contenus que peuvent proposer les marques et qui sont en fait qui deviennent centraux dans l'expérience utilisateur, parce que l'image qu'on va avoir de la marque passe aussi par la qualité des contenus qu'elle nous propose et leur disponibilité. Donc, la diffusion de contenu, c'est vraiment pour la marque l'objectif final de proposer ce contenu à ses utilisateurs, forcément en ligne dans ce cas-là. Et qui dit en ligne dit, c'est le deuxième point, multicanal, avec des contraintes qui vont être propres pour chacun des canaux. Alors, forcément, on pense aux sites Internet ou aux e-commerce. On peut aller plus loin en réfléchissant à la diffusion de contenu sur le social media. Il y a d'autres logiques, d'autres chartes à adopter, d'autres formats. Donc, vraiment, par nature, des contraintes propres à chacun des canaux de distribution de ces contenus. Il est critique pour les grandes entreprises, c'est le troisième point. Et là, anglicisme que j'ai du mal à traduire, il doit être scalable, c'est-à-dire on doit pouvoir en proposer, en diffuser. Quand je dis on, je mets à la place des directions marketing des grandes entreprises.
qui doivent pouvoir le proposer en différents formats, à la demande, parfois avec des gros volumes, et donc un même contenu doit pouvoir être reproposé plusieurs fois, rapidement, dans des formats différents, avec les contraintes dont je parlais juste avant sur la diffusion, les contraintes par canal de diffusion. Et un dernier point sur les enjeux autour du sujet de la diffusion des contenus en ligne, c'est le risque réglementaire, la compliance en anglais. Et ce risque, je rentrerai dans les détails en fin de présentation. Ça peut revêtir les sujets du copywriting, par exemple. Ça peut concerner aussi des contenus qui ne sont plus à jour. Des contenus qui contiennent des informations, et quand elles sont plus à jour, qui peuvent contenir des informations fausses, des informations réglementaires. J'aurai quelques exemples à vous partager. Et voilà, on a couvert les différents enjeux de la diffusion des contenus pour les directions marketing qui gèrent énormément de contenus à diffuser sur beaucoup de pays et différents canaux. Et je parle de canaux d'acquisition, mais différents canaux de diffusion. Diffusion, et alors, qu'est-ce que c'est vraiment cette diffusion ? La diffusion, j'en ai parlé en introduction, c'est la dernière étape pour l'utilisateur final avant l'interaction avec la marque. Ah oui, quand je suis sur mon téléphone portable, comme cette personne où on a mis dans l'illustration si elle allait mettre 2 ou 5 étoiles pour mesurer sa satisfaction de l'expérience avec la marque, c'est de ça dont on parle. C'est lorsque je vais prendre un exemple de commande en ligne, par exemple. Si je commande pour un plat à manger en ligne et que je suis sur mon application, je vais pas en nommer, et que j'ai des images de plats qui me sont proposées. Si cette image de plat, déjà il faut une certaine qualité de l'image, il faut donner envie, mais si elle ne charge pas, par exemple, je vais remettre en question tout le bien fondé de mon parcours en amont. Je vais être inquiet, en fait. Donc, c'est vraiment une étape qui va être critique dans l'acte d'achat. Alors là, j'ai pris cet exemple parce que j'ai faim et parce qu'il est bientôt midi, d'un achat d'une livraison de plats en ligne. Mais d'autres exemples peuvent être, et on l'a souvent vécu, là je prends Leroy Merlin, si j'achète un meuble en ligne pour ma salle de bain et que je dois faire bien attention à la profondeur, et bien oui, ma dernière interaction avec la marque avant achat dans ce cas-là, côté contenu, ça va être les dimensions de ce meuble. Et là, je vois que la profondeur, par exemple, alors c'est bien fait, elle est de 45 cm. Donc, si j'ai besoin de vérifier à ce moment-là les dimensions du meuble, je suis rassuré. Imaginons que ce ne soit pas le bon contenu qui soit proposé là et que ça ne corresponde pas à la référence qui dit bien pourtant hauteur 200, largeur 60, profondeur 45, je serai ennuyé. Voilà un exemple d'interaction qui est critique. L'idée de ces premières slides, c'est de montrer à quel point, c'est de montrer la criticité de l'interaction avec l'utilisateur dans la diffusion du contenu. Un autre exemple pour sortir du carcan du nouveau client qui se renseigne, c'est aussi finalement les clients qui sont déjà présents, des clients utilisateurs qui vont faire perdurer l'expérience avec la marque. Alors là, j'ai pris un exemple de Michelin avec des pneus de vélo et un tutoriel pour m'expliquer comment est-ce que je dois monter ce pneu. Parce que j'ai peut-être acheté en ligne ce pneu. J'ai vu sur la fiche produit que ça correspondait à la dimension de mes roues. Et une fois que je l'ai reçu, oui, très bien, ce qui peut faire la différence, c'est l'accompagnement que je vais avoir par la suite dans l'usage de tel ou tel produit. Donc, le contenu peut aussi être d'un autre format, vidéo, et à une autre étape du cycle d'achat. À l'occurrence, là, une fois acheté, dans la partie, qu'est-ce que je pourrais dire, dans la partie usage du produit. Et un autre exemple pour changer de format aussi, mais on est revenu dans le e-commerce, c'est lorsque j'achète des chaussures en ligne, ici pour Decathlon, d'avoir une vue 360, donc un autre format encore, supporté qui doit être supporté par la diffusion. Et ben une vue 360, une vue 3D pour voir peut-être dans ce cas-là qui va vraiment orienter de nouveau, je me place du côté expérience utilisateur, qui va pouvoir orienter le choix
aussi bien pour l'invalider, mais surtout pour le valider. Par exemple, dans le cas de cette paire de ballerines, peut-être que ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir la hauteur derrière le talon et qu'en tournant la chaussure, je peux bien me rendre compte que ça correspond bien à mon besoin parce que c'est une ballerine de marche. Voilà, j'ai des attentes là-dessus. Donc l'expérience utilisateur, la dernière interaction avant, là dans ce cas-là, peut-être une conversion, elle est critique sous bien des aspects. Donc, l'enjeu, le gros challenge, ça va être de proposer une expérience le plus fluide possible et qui répond aux attentes des consommateurs pour les marques. Ça, c'est la partie plus marketing, on va dire, dans le sens où j'ai une communication sur l'image d'un produit. Le marketing à l'heure du digital revêt aussi une importance sur la partie technique, la partie qu'est-ce qui se passe derrière une page web. Et là, la diffusion a aussi son rôle à jouer. Non seulement une belle image qui est apportée, certes, mais la contrainte du temps de chargement va être critique. Alors là, ça s'adresse plutôt au e-commerce, effectivement, parce que de nature, les statistiques qu'on retrouve ici, elles concernent beaucoup des conversions qui sont faites en ligne. Donc, les sources viennent de Google, Portent et de Unbounce. Unbounce, qui est une solution de landing page. Donc, c'est un CMS, un logiciel en ligne qui permet de créer des mini-sites, des pages en direct, dont l'objectif principal va être la conversion. On amène sur une page pour dire, allez, maintenant, hop, on va vous faire acheter quelque chose ou souscrire à un formulaire, etc. Donc, ils sont bien placés et forcément, pour eux, c'est une contrainte et c'est un avantage concurrentiel de proposer d'un temps de chargement qui soit le plus rapide possible. Et sur les statistiques dont il parle, alors en premier lieu sur Google, et c'est très connu dans le secteur de l'e-commerce, les taux de conversion vont baisser drastiquement à chaque fois qu'on ajoute du temps de chargement à la page. Les taux de conversion les plus élevés sont observés pour les pages qui chargent en moins de 2 secondes. Très bien, on a tous fait l'expérience. Et c'est d'ailleurs la troisième statistique, cette expérience qui est que lorsque un site commence à charger un peu lentement et qu'on n'a pas nécessairement de raison de l'excuser, c'est-à-dire je ne suis pas en race campagne avec très peu de réseau, mais je suis chez moi avec la fibre et le site ne charge pas. Si c'est un site que je connais très bien, qui a pignon sur rue, j'ai confiance à la marque, peut-être que je reviendrai plus tard et que je les excuserai. Si ce n'est pas nécessairement le cas, et quand bien même, j'ai envie de dire, l'expérience de l'utilisateur va être dégradée et l'intention d'achat, en fait, elle peut très vite changer. Surtout si depuis le même ordinateur, par exemple, je me dis que je vais aller sur un site concurrent ou une plateforme, une marketplace différente, et que celle-ci, elle va charger rapidement et que je vais pouvoir finaliser mon achat. Donc, voilà, des exemples pour illustrer l'importance de l'optimisation du temps de chargement, la partie plus technique, la partie plus performance marketing, web performance, qui est un pendant très important de la diffusion de contenu. On diffuse le contenu en ligne. Alors, comment on diffuse ce contenu en ligne? Alors, il y a une notion technique, je n'étais pas nécessairement sûr de l'aborder, mais je suis persuadé que parmi l'audience de ce webinaire, il y aura des personnes qui seront sensibles à savoir comment est-ce que ça fonctionne effectivement et qui sont aussi confrontées à ces problématiques de Content Delivery Network. Alors, le réseau de diffusion du contenu, finalement, en français, mais là, je ne l'ai pas traduit. Le CDN, en 2 mots, de quoi s'agit-il pour se rafraîchir la mémoire? Et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, déjà parce que j'en suis un peu incapable en vrai, mais je crois comprendre le concept. L'idée, c'est qu'un contenu est stocké dans un serveur. Donc, quand je parle de contenu, je parle d'une image, va être stocké dans un serveur et aller faire une requête sur une URL, c'est ni plus ni moins appeler le contenu de ce serveur depuis mon téléphone ou mon ordinateur si je suis au bureau ou à la maison. Et là, je comprends très bien que lorsque j'appelle une page web qui est hébergée sur tel ou tel serveur avec avec des contenus qui peuvent être hébergés sur des serveurs différents, des images, lorsque je vais les appeler, le temps de chargement de cette page va dépendre de la distance entre mon ordinateur et l'endroit, la ferme de serveur où est stockée cette information. Alors, ça paraît rien comme ça parce qu'on appelle le plus régulièrement des sites qui sont dans l'idée pas loin de chez nous.
ou alors qui sont justement répliqués sur des serveurs basés un peu partout dans le monde. Si les serveurs, je vais prendre un exemple parlant pour tout un chacun, des réseaux sociaux, par exemple Instagram, si l'ensemble des contenus qu'on a dans un feed Instagram étaient dans une ferme à serveurs aux États-Unis et que moi je les appelle de la France, voilà, je peux m'attendre à ce que ça mette un petit peu de temps à arriver, en tout cas plus de temps que si j'ai les mêmes informations qui sont répliquées sur un serveur proche de chez moi. Alors, ce n'est pas toujours le cas, et c'est là où le CDN pour une entreprise revêt une grande importance. Il revêt une grande importance parce que vous imaginez que aller dupliquer ces contenus sur tous les serveurs du monde, ben, en fait, faut être surdimensionné pour ce qu'on veut faire. Et dans l'idée, optimiser les coûts, c'est aussi en fait proposer ce contenu seulement à la demande. Alors là, il y a quelque chose que je trouve assez ingrat dans le concept, c'est que c'est le premier utilisateur qui va appeler le contenu, qui va lui aller le chercher sur l'endroit, le serveur le plus proche dans l'idée, mais qui peut être à l'autre bout de la Terre. Et ensuite, cette information, ce contenu va être mis en cache sur un serveur à proximité. Et donc, le deuxième utilisateur qui n'est pas loin de ce premier utilisateur qui va revenir appeler ce contenu, lui, il n'ira pas le chercher à l'autre bout du monde, il ira le chercher grâce à la mise en cache dans le serveur à proximité. Et là, le temps de chargement va être beaucoup plus rapide. Je vais m'arrêter là. Vous avez compris qu'en fait, sur le rôle du CDN, c'est OK, j'ai un serveur original sur lequel j'ai toutes mes informations, ce qu'on appelle des edge serveurs qui vont répliquer cette donnée. Le premier utilisateur, ça va lui prendre un peu plus de temps parce qu'on n'a pas dupliqué nécessairement la donnée de facto, on attend qu'il les appelle. Et lorsqu'il y a des mises à jour aussi, il faut penser à ça, c'est là où je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est faire appel à un CDN, Content Delivery Network, pour diffuser son contenu, permet d'optimiser fortement la vitesse de diffusion et donc le temps de chargement de page. On a vu que c'était critique sur la slide juste avant. On a couvert les enjeux et je finirai sans faire trop de promotion. C'est toujours délicat quand on propose un webinaire pour une entreprise. On passe aussi par là. L'idée de Vedia, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est de stocker l'ensemble des contenus. On voit sur cette illustration, ça fait appel à l'imaginaire collectif, on voit des contenus qui sont organisés. C'est aussi de les diffuser, en fait. Vedia propose cette diffusion et propose la diffusion via un CDN. Un CDN ou plusieurs. Lorsqu'il y en a un qui tombe en rade, ça peut arriver, vous avez un backup. Cette diffusion est donc permise à l'international, CF, ce que je vous ai présenté juste avant, et avec un cas particulier pour des entreprises qui proposeraient leur site en Chine, où là, il faut passer par, là, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais en gros, il y a une spécificité, il faut avoir un numéro de licence et on peut s'en charger à Vedia pour vous, ce qui est un avantage concurrentiel fort puisque toutes les entreprises ne prennent pas le temps de passer par des CDN localisés en Chine où il y a un peu de spécificité réglementaire. Et nous le couvrons. Donc voilà, 3 cas très spécifiques qui sont traités par Vedia. Autant vous dire que, ben oui, c'est un peu de promotion. On s'y connaît très bien en diffusion de contenu pour nos clients, des grandes entreprises, des grands e-commerce. Et allons-y sur les avantages et les exemples. Maintenant qu'on a vu les enjeux, on va dire un vernis culturel technique sur qu'est-ce qui se passe dans la machine lorsqu'on va diffuser un contenu. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises ont intérêt à se pencher dessus et à l'optimiser, en fait, cette diffusion de contenu? Je me suis un peu amusé parce que j'ai number one, number two. Premier des 5 avantages. Eh ben, je vais me répéter un peu, mais c'est assurer la meilleure expérience à l'utilisateur. Ça doit être c'est une obsession pour les services marketing. Et alors, comment ça se passe dans la pratique quand on utilise un module de diffusion de contenu à partir d'une solution de Digital Asset Management? Eh ben, ça va passer par proposer un format optimisé. Si on propose du PNG indifféremment sur le site web et qu'on n'a pas fait attention à optimiser cette image-là, ben voilà, on n'est pas... on ne fait pas de web performance à ce moment-là. On commence à en faire lorsque on peut appeler à la volée un format qui va être converti en WebP sur Chrome ou en HEIC sur Safari, qui sont des formats préférentiels et qui vont charger plus rapidement. Voilà. Lorsque le contenu est localisé
sens traduit directement dans la langue où il est consommé. Et là aussi, je vais vous montrer après avec des illustrations ce qu'une solution comme Vedia peut proposer. Et bien sûr, adapté au device, adapté au terminal, que ce soit un écran 4K ou un smartphone ou même une tablette. Adapter le contenu au format sur lequel il est appelé, c'est aussi garantir une expérience utilisateur qui est géniale. On a tous fait l'expérience, je le vois particulièrement moi encore sur des marketplaces e-commerce, lorsqu'on charge des fiches produits et que tout est pixelisé ou que ce n'est pas vraiment à la taille standard dans laquelle j'ouvre la page. Alors, ça fonctionne bien sur un mobile et parfois pas sur un ordinateur. Vous voyez l'idée. Et les marques se distinguent en proposant des formats qui sont adaptés à l'endroit où est consommé ce contenu par l'utilisateur final. Alors, je parlais de l'ajustement en direct de ces images. Et voilà, quand je viens cropper en anglais, rogner en français, on propose dans la solution de Vedia un algorithme embarqué qui vient conserver la focale de l'image. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le skieur. Donc, on l'a bien mise on ne parle pas de barrissant dans ce cas-là, mais on l'a centré sur le skieur et on voit que lorsque j'ouvre un format avec un ratio carré ou un format avec un ratio qui correspond plus à un smartphone dernière génération, je recentre correctement en ayant sans avoir les dimensions de l'image qui ne rendent pas honneur à ce skieur qui fait une figure. Et là, on rebascule côté un peu technique et je vais parler un mot sur la vidéo. On peut adapter en temps réel le format vidéo à la bande passante. L'exemple que je peux avoir dans ce cas-là, pour l'illustrer, c'est lorsque je suis dans le train avec mon smartphone et que je passe d'une antenne relais à l'autre. Et là, on a tous fait cette expérience. Plus le train va vite, et bien curieusement, même s'il y a des antennes, mon réseau va sauter pour aller chercher un relais à chaque fois. Et à ce moment-là, au cours du temps, en fait, la bande passante va fortement varier. Là, ce qui est intéressant dans la partie technique de la diffusion de contenu, c'est lorsque on s'intéresse à récupérer cette information de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on voit bien que sa bande passante est en train de fluctuer fortement et qu'à ce moment-là, on va adapter la qualité de la vidéo qu'il est en train de consommer pour qu'il ait une expérience fluide. Et certes, ça va baisser un peu en qualité, mais ça ne va pas l'interrompre complètement. Si on reste sur une qualité HD alors que je passe du 3G à Edge et que je n'ai plus de bande passante, bien trop faible pour avoir accès à cette vidéo, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, ça va s'arrêter et puis lassé de ces multiples pauses, je vais repasser sur mon livre, ce qui n'est peut-être finalement pas une mauvaise chose, mais c'est un autre sujet. Number 2, deuxième avantage, générer le contenu à la volée. Alors, l'avantage derrière le fait de générer le contenu à la volée, c'est de faire gagner du temps en ressources aux équipes marketing. Je pense particulièrement aux équipes créatives, aux designers au sein des directions marketing. Pourquoi ou comment plutôt en ajustant à la volée, en générant à partir d'une image de base. Donc là, j'ai pris l'exemple en haut à droite d'un SUV, de Volvo, où on peut, et là aussi il y a un peu d'algo embarqué derrière la solution Vedia, on peut aller détourer, enlever l'arrière-plan en conservant cette image. Tout ça automatiquement, sans avoir quelqu'un qui va le faire et ajuster l'image, tout simplement à partir de l'information. Alors, on parle de metadata, les informations qui sont consignées avec l'image, qu'on peut faire varier. Et là, en l'occurrence, je crois que j'en parle juste après, si cette voiture de Volvo est vendue dans un milieu plutôt urbain, on peut proposer sur l'appel de l'image sur le site directement de la conserver, de modifier, d'enlever l'arrière-plan et de modifier cet arrière-plan pour que ça corresponde plutôt à une ambiance urbaine. Ou alors, si je suis dans une région différente, on va dire une région montagneuse par rapport à une région sur la côte, je pourrais mettre la mer en arrière-plan ou des montagnes. C'est assez caricatural. L'idée, c'est de se dire,
je n'ai pas besoin de faire appel à mon équipe de design pour retoucher l'ensemble des contenus qui sont proposés sur un site, parce qu'à partir des informations que je rentre sur l'endroit où elles sont consommées, ces images, je peux proposer des workflows, des mécanismes automatisés pour modifier à la volée ce contenu. Voilà, une grosse économie lorsqu'on propose du contenu à l'échelle en temps passé par les équipes créatives sur ces contenus et leur ajustement. Autre sujet où là aussi on peut entre guillemets économiser, mais là c'est pas tant de l'économie, c'est de proposer pour le même prix une expérience amplifiée. Je vais prendre l'exemple. Alors, j'ai commencé par Volvo, qui est effectivement un Volvo Car, qui est un client Vedia, mais il y en a un autre, c'est Tuan, qui propose les. Alors, moi, je les connais parce que je me suis souvent foulé la cheville. C'est ces attelles, ces bandages. Et Tuan va proposer la vente de son matériel médical dans différents pays à travers des vidéos. Et ces vidéos qui sont, que je trouve très bien, en fait, sont très sympas. Lorsqu'ils vont les proposer en Grèce, par exemple, on va rester en anglais, en français, pire. Non, on peut forcer en fait un transcript automatique de ce qui a été dit sur la vidéo pour ensuite la reproposer avec le sous-titre. Et là, la réflexion, c'est de se dire, OK, c'est toujours pas idéal parce que j'ai pas une voix d'acteur grec qui vient doubler ma vidéo. Ça serait vraiment l'idéal. Vous imaginez ça multiplié par un nombre de pays, ben voilà, en tout cas, ça représenterait un certain coût. Et puis du temps surtout. C'est plus là où je veux en venir. C'est plus du temps que ça prendrait. Et là, à minima, sans forcément sans temps nécessaire, temps un jour nécessaire, on peut proposer à minima une expérience à l'utilisateur où il va retrouver sa vidéo qui est déjà sous-titrée dans sa langue. Ça ne sera peut-être pas parfait, il n'y aura peut-être pas quelqu'un qui sera passé dessus. Ça, en fonction de la production de vidéos que vous avez, elles peuvent proposer les fichiers qui permettent ensuite d'avoir des transcripts qui sont de très bonne qualité et qu'on peut relocaliser. Mais dans l'idée, c'est de se dire que Tuan, en fait, ils sont ravis de faire ça plutôt que de ne pas le faire tout simplement parce que l'expérience est pas idéale, certes, mais déjà beaucoup mieux que si on proposait le contenu seulement avec une voix off en français et absolument pas de sous-titres. Voilà pour l'exemple de la génération des sous-titres à la vidéo dans le cadre de la diffusion d'un contenu vidéo. Et je vous ai parlé des métadatas, c'est-à-dire des données qui permettaient d'ajuster ça aussi bien pour l'exemple de Volvo que pour l'exemple de Tuan, qui sont consignées dans le TAM, la solution que Vedia propose. Avantage numéro 3, number 3, centraliser, avoir l'information de la consommation de tel ou tel contenu à travers le monde et la centraliser en fait dans une seule solution, ça permet d'avoir des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, c'est un moyen, pas une fin en soi, un moyen justement d'améliorer les contenus qui vont être proposés aux utilisateurs par la suite, à chaque nouvelle campagne, à partir on voit bien, de ceux qui ont été plus ou moins consommés. Alors, on peut comparer si une campagne a été plus vue d'un pays à un autre. Pour des entreprises qui gèrent plusieurs marques qui sont sur les mêmes sujets, qui lancent en même temps des campagnes. Alors, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais vous voyez l'idée. On peut comparer les performances d'une marque par rapport à l'autre au sein d'un même groupe. On peut le faire aussi par saison. La saisonnalité, en fonction des business, je pense au retail, elle peut être très, très forte. Et donc, comparer ce qui est comparable, c'est aussi voir la variation en fonction d'une saison ou d'une saison par rapport à l'autre un an auparavant. Et c'est centraliser ces KPI, ces indicateurs de performance. C'est facilité avec la solution, là on a pris les screenshots de la solution Vedia, où on peut proposer sur mesure la génération de rapports, aussi bien pour un usage interne pour les équipes marketing, savoir ce qui a fonctionné. Les exemples que je peux donner, ça peut être pour des marques qui gèrent des réseaux de distributeurs, de voir
les choix qui ont été faits par ces distributeurs en termes de matériel marketing pour voir leur appétence pour tel ou tel format ou tel type de contenu. Je pense à des distributeurs dans l'automobile, par exemple, qui ont une certaine autonomie parmi nos clients par rapport à la direction marketing centralisée pour pouvoir choisir les contenus qu'ils peuvent reproposer en local. Ça peut être aussi pour la génération de rapports externes, lorsque vous voulez renégocier avec vos agences. Non, je rigole. Pour lorsque on veut s'assurer de la relation avec les partenaires qui produisent en externe, avoir des bases pour savoir ce qu'on peut améliorer sur les campagnes à suivre. Avantage numéro 4, il n'en reste plus qu'un à la fin, et puis c'est terminé, on va bientôt le bout. J'ai parlé au tout début du risque juridique, la conformité. Et pour rentrer dans le détail, je commencerai peut-être par la fin sur cette slide en parlant de l'importance des métadatas qui sont à jour. Les exemples que je peux avoir, c'est plutôt dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, où on va avoir une réglementation qui peut évoluer d'une année sur l'autre en fonction des compositions des produits qui sont proposés. Et une anecdote, ça peut être que alors je ne vais pas les nommer dans ce cas-là, je ne crois pas que j'en ai le droit, mais on a eu un site qui propose un client dans l'industrie pharmaceutique qui propose un certain produit où la réglementation avait interdit de les proposer, de les vendre tout simplement. Alors, en tout cas, les fiches n'étaient plus à jour. Et les métadatas étant à jour, c'est-à-dire l'information qu'il y a derrière ce type de produit, comme elle était à jour dans leur solution centralisée de gestion des contenus, toute la partie diffusion a pu être arrêtée instantanément parce que ce n'était plus valide. Alors vous imaginez, quand on arrive sur le site, il n'y a plus rien. Mais en même temps, là, pour l'expérience utilisateur, c'est terrible. Mais pour la marque, c'est plutôt rassurant de savoir qu'on ne prend pas le risque d'une procédure judiciaire parce qu'on sait qu'on a l'assurance que les métadatas étant à jour sur mes contenus qui sont diffusés à partir de cette bibliothèque sur les sites Internet, lorsqu'ils ne sont plus à jour, oui, j'ai un warning et dans tous les cas, ils ne seront pas diffusés. Ils ne seront pas diffusés et ça ne s'arrête pas à l'information qu'il y a sur une réglementation spécifique à un secteur d'activité. Ça peut être aussi les droits de gestion en fonction de qui utilise ce matériel marketing. Je pense à une filiale, par exemple, je pense à un distributeur, un revendeur. Et la gestion des rôles fines permet aussi d'attribuer à tel ou tel profil fonction en mode multimarque ou multi-pays. Vedia, ce qui le distingue des autres acteurs, c'est cette capacité à embrasser une complexité forte dans les grands groupes et donc avoir une gestion des rôles sur mesure et fine qui permet dans les process de s'assurer que tel ou tel rôle ne peut pas avoir accès à telle ou telle information dans les contenus. Un autre sujet que je trouvais beaucoup plus intéressant, je suis parti d'en bas, je remonte dans les différents bullet points, la duplication des contenus et particulièrement le reverse image search. Parce que duplication des contenus, on se dit, ouais, c'est assez facile si c'est sur mon site. Je vois, il y a un tas d'outils qui existent et qui me permettent de dire, oh, c'est diffusé 2 fois. Parfois, c'est logique que ce soit diffusé 2 fois. C'est des variations d'images qui sont trop fines où on peut retrouver plusieurs fois le même contenu sur différentes pages d'un même site. Mais là, non, on parle aussi d'aller chercher du contenu qui pourrait être utilisé par ailleurs sur Google sans avoir les droits. Et ça, je trouve ça très fin et très intéressant pour les marques qui disent, oui, nous, on a produit tout ce contenu-là, on veut avoir la main sur où est-ce qu'il est utilisé, comment, et le fait d'avoir accès à cette diffusion permet de savoir. Alors, il y a des outils tiers qui sont connectés, Google Images, etc., il y en a d'autres, qui permettent de savoir si telle image présente sur mon site est effectivement existe ou indexée ailleurs sur le web et de me faire remonter cette information. Et je garde pour la fin ce qui est peut-être le plus important, c'est la notion de copyright. Je ne vais pas prendre un exemple directement de Vedia dans ce cas-là, parce que mais c'est dommage. En tout cas, on pourrait avoir l'ambition d'avoir pour client Nespresso. Et moi, je me rappelle de ce cas d'étude incroyable des droits à l'image
des différents acteurs égéries de Nespresso qui ne sont pas les mêmes en fonction du pays. Donc, en gros, George Clooney qui ne peut pas faire de pub pour Nespresso aux États-Unis, mais qui, par contre, a tout à fait les droits pour diffuser en Europe. Je trouvais ça incroyable. Donc, voilà, un cas un peu, peut-être un peu grossier et puis daté de la notion de copyright. Mais vous voyez l'idée, une égérie avec des contrats qui sont limités par pays ou dans le temps et mesurer, en tout cas savoir où son image est diffusée lorsque je sponsorise un athlète et que mon contrat prend fin à telle date ou est limité à tel pays. C'est rassurant pour la conformité juridique tout simplement de l'entreprise. Et number 5, enfin, alors c'est un faux number 5, hein, c'est plutôt un faux oui et non parce que il concerne beaucoup de monde, mais il y a des redites, voilà, c'est dans ce sens-là où je dis que c'est un faux. Je vais commencer par la redite pour éviter de l'avoir à faire juste après sur le legal. Voilà, l'info transversale, c'est le deuxième point. Non, par contre, sur le fait de centraliser cette information, d'avoir accès à partir du DAM et en maîtrisant la diffusion de contenu intégré au DAM, je mets d'accord toutes les parties prenantes. Non seulement parce que le DAM représente cette single source of truth, hein, de l'ensemble du contenu qui est à jour, qui a ses métadatas, mais aussi, là, je vais parler du premier point. Je me suis un peu égaré. Sur un aspect financier. Alors, ce n'est pas la finance directement au sens finance de l'entreprise. Je vais prendre un exemple, c'est lorsqu'une entreprise a plusieurs e-commerce et que ces différents e-commerce en fait, vont diffuser leur contenu sur différents CDN, plusieurs providers de solutions de Content Delivery Network. Déjà, lorsqu'ils sont, enfin voilà, on va payer, par les chiffres, hein, on va payer généralement en fonction du nombre de contenus qui sont consommés, diffusés. Si je laisse plusieurs e-commerce gérer, et les volumes peuvent rapidement monter, leur relation avec leurs prestataires de diffusion indépendamment, en fait, je ne sais pas quel volume véritablement je consomme globalement. Je ne sais pas si dans mes contrats, il y a une différence forte sur le prix que je paye pour diffuser les contenus d'un e-commerce à l'autre. Et comme je n'ai pas centralisé, j'en parlais aussi, je parlais des redites, comme je n'ai pas centralisé cette information, je ne peux pas vraiment comparer ce qui se passe d'un pays par rapport à l'autre ou d'une marque par rapport à l'autre. C'était pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Et l'idée, alors même si là on parle d'un sujet vraiment complexe, mais qui revêt tellement d'économies d'échelle pour une grande entreprise qui a plusieurs sites e-commerce, c'est de centraliser l'ensemble de ces solutions de diffusion de contenu pour en rationaliser l'usage. Et ça, c'est critique, mais c'est des sacrés projets. Des sacrés projets, mais comme on en parle à Vedia, on a l'expérience et on sait le faire. Et je pense que ça mériterait peut-être, alors ça serait technique et c'est délicat parce que ça intéresse certainement moins de personnes, mais ça a tellement d'impact à l'échelle d'une grande entreprise, on pourrait y dédier un contenu riche, je pense, à un webinaire, mais je m'égare. Je suis en train de parler des prochains contenus qu'on va sortir. Vous avez l'idée, rationaliser l'usage des CDN en les centralisant. Il y a des grosses économies à faire et surtout une information critique sur la consommation de ces différents contenus qui peuvent intéresser les directions marketing dans leur reporting pour effectivement évaluer la performance de leur contenu au final. Et je vais finir par le dernier point tout en bas, les intégrations à la stack existante. Alors, quand on parle d'e-commerce, on va nécessairement parler de Product Information Management, le PIM. On va parler, quand on parle de diffusion, on parle nécessairement, je l'ai fait beaucoup, des solutions de Content Management. Donc en gros, les arcanes de votre site web qui vous permettent de diffuser le contenu. Donc l'intégration de la solution de Media Delivery au CMS, elle est critique. La référence étendard pour Vedia, c'est Decathlon, avec des volumes énormes de nombreux e-commerce. Et Vedia gère pour Decathlon, enfin plutôt Decathlon utilise d'une part le DAM Vedia qui est nativement intégré avec la solution de diffusion
de Vedia et qui centralise du coup les screenshots que j'avais pris des différents indicateurs de performance. Ils viennent de ce compte. Et ne zoomez pas dessus, de toute façon, il n'y a aucune information que je n'ai pas le droit de diffuser. On parle aussi du legal, voilà, la boucle est bouclée. Et enfin, marketing automation, j'en ai parlé parce que j'aurais pu parler du CRM, je l'ai noté aussi. La diffusion du contenu ne s'arrête pas nécessairement que au e-commerce. Je prends l'exemple parce que c'est le plus parlant, mais lorsqu'on reçoit une newsletter, lorsqu'on reçoit via le marketing automation, ou lorsque je reçois une plaquette dédiée qui a été construite à partir de mon profil et des informations contenues dans une solution CRM, il est important que ces informations puissent être effectivement partagées ou puissent appeler le DAM d'un côté pour avoir le contenu, vérifier les métadatas qui sont associés à ce contenu et ensuite me les diffuser avec une solution qui est par exemple celle d'une solution de marketing automation. Donc les intégrations, et Vedia le propose nativement à ses clients et sur mesure. En gros, le DAM est la solution de diffusion doivent prendre en compte, quand je m'égare un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est temps que ça se finisse. Allez, je ne vais même pas finir ma phrase et on va dire que ça se finira comme ça. J'espère que ça vous aura fait un peu rire pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines parties qui auraient pu nécessiter un webinaire à part entière, à contacter l'équipe Vedia qui sera ravie de vous répondre. J'ai mis aussi plusieurs liens utiles dans la description de ce contenu si vous le consommez sur YouTube, mais j'espère que vous le consommerez avec le Vedia Video Player pour qu'on ait l'information de l'endroit où vous avez consommé ce contenu. À très bientôt.